Un document exceptionnel, il a été au plus près des soldats ukrainiens, des frontières russes, des charniers et des victimes. Son film Slava Ukraini est une ode à ces Ukrainiens qui nous donnent une leçon de courage, de résistance et de dignité depuis un an, depuis le début de l'invasion russe. Il vient nous en parler en exclusivité. Bernard-Henri Lévy est notre invité de nuit. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Un an presque jour pour jour après le début de l'invasion de l'Ukraine, vous sortez donc ce film, Slava Ukraini. Votre deuxième film, le deuxième film que vous consacrez à l'Ukraine, vous en avez d'abord fait un premier documentaire tout de suite après le 24 février, au tout début de l'invasion de la Russie. Et là, dans ce documentaire qui sort mercredi en salle, pendant des jours et des jours, vous avez sillonné l'Ukraine, on va voir la carte, sillonné l'Ukraine de Kiev à Bakhmout, en passant par Kherson, Zaporijjia, Odessa, des villes, des combats. Vous êtes allé à la rencontre des soldats ukrainiens dans les tranchées, sur les champs de mines, au plus près de cette guerre. C'est le 3000e missile tiré sur l'Ukraine depuis le 24 février. The Russians still making the same mistake as the Germans in World War II, killing innocent people. І ми стоїмо великою міцною стіною між країною-фашистом Росії і частиною Європи. Nous n'avons besoin ni d'hommes ni de courage, mais de canons. Слава Україні! Нашим солдатам слава, слава, слава! Voilà, Slava Ukraini. Bernard-Henri Lévy, je vais vous dire la vérité. On a eu des désaccords, vous et moi, dans le passé. On a eu des émissions extrêmement violentes. Je me souviens d'une émission dont on n'est pas couché où je vous avais reproché de manière très virulente votre rôle dans la guerre en Libye. Mais là, je dois vous dire que ce film sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine, est vraiment très fort, très puissant, tragique et plein d'espoir à la fois, que vous allez vraiment nous montrer ce que c'est que la guerre. Et je vais vous dire ce que m'a dit Maël. Maël, c'est mon adjoint qui travaille avec moi sur cette émission. Il m'a dit, après avoir vu votre film, il m'a dit, ça fait un an en fait que j'essaie de lui parler de la guerre en Ukraine et il me dit, ça me concerne pas tellement. Je me sens pas tellement concernée, ça ne me touche pas tellement. Et après avoir vu votre film, il dit, j'ai enfin compris ce que vivent vraiment les Ukrainiens, ce que c'est que le choc de cette guerre. Voilà, je voulais vous le dire parce que je trouve que c'est l'effet que ça fait, c'est-à-dire que même des gens, et il n'est pas fan de vous du tout, même des gens qui ne sont pas forcément fans de ce que vous avez fait précédemment, reconnaissent la force et la puissance de ce film-là. Ben écoutez, vous me faites grand plaisir. Vraiment, j'ai fait ce film avec toute mon âme, tout mon cœur, et que cela puisse susciter des réactions telles que celles dont vous me parlez, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait au fond. Si j'ai fait ce film, c'est pour ça. La force de ce film, je trouve, moi, c'est les personnages, au fond. Ce sont ces Ukrainiens et ces Ukrainiennes qui sont pleins de courage et de calme, de sérénité. Ils sont en train de défaire les Russes, mais il n'y a pas de forfanterie, il n'y a pas d'hubris, il n'y a pas de « on est les meilleurs », pas du tout. Ils ont la victoire humble, pas à pas. Et c'est ça qui m'a marqué. Vous, qu'est-ce qui vous marque chez eux? Ça. L'extraordinaire dignité de ces femmes et de ces hommes. Les civils qui vivent dans le froid, sous les bombes. Cette petite dame qu'on a vue dans la bande-annonce là tout à l'heure, dont l'immeuble a été bombardé parce qu'il était à côté d'une centrale électrique et il ne lui est resté qu'une baignoire suspendue dans laquelle elle a passé la nuit. Et elle reste d'une dignité incroyable. Et la première chose qu'elle nous dit quand nous commençons l'interview, c'est qu'elle est navrée parce que son manteau a traîné dans la poussière et que son manteau est sale. Et elle s'époussette le manteau avant de donner l'interview. Cette image-là, par exemple, voilà, elle me hante. Et puis il y a des soldats, il y a les volontaires, il y a les combattants.
qui sont tellement le contraire des soldats d'en face, des gens de Prigojine, de ces mercenaires, de ces repris de justice, de ces gens qu'on a tirés de prison pour venir. Eux sont... Ce qu'ils ont d'extraordinaire, c'est que, en gros, ils savent pourquoi ils se battent. Ils détestent cette guerre. Ils n'aiment pas la guerre que la Russie les a obligés à faire. Et ils la font de manière vaillante. Et ils n'ont pas peur de la mort. Et ils n'ont pas peur de prendre le risque de mourir. C'est-à-dire qu'ils font partie de ces Européens, il y en a d'autres, hein, les journalistes, les humanitaires, qui savent qu'il y a parfois des valeurs qui méritent qu'on mette sa vie en danger, qu'on la risque. Ils disent même dans votre film, et quand tu n'as pas peur de la mort, ou quand tu mets ta vie en danger, tu es libre. Voilà, ça c'est un personnage, en fort. effet, qui s'appelle Ilya Samoilenko, que j'avais connu une première fois, que j'avais filmé... Est-ce que vous retrouvez d'anciens... Voilà, à l'époque d'Azovstal, 2 jours avant qu'il ne soit fait prisonnier par les Russes. Il a passé 4 mois au secret dans un cachot, probablement près de Moscou, échangé dans un échange de prisonniers, et je le retrouve à Kiev. Et en effet, c'est des retrouvailles bouleversantes, en tout cas pour moi. Je n'imaginais jamais le revoir vivant. Il est très beau. Ils sont plusieurs vivants couvert de blessures, d'Azovstal. le visage couturé, il a un avant-bras en moins, et il est bouleversant. Et il me dit en effet ça, il me dit le secret de notre résistance à Azovstal, cette espèce de Masada inversée, cette sorte de Troie enterrée qui était à Mariupol, l'usine d'Azovstal. Le secret, c'est qu'on n'avait pas peur de mourir. On ne voulait pas mourir, on n'est pas des martyrs, on n'est pas des... Mais c'est vrai ce que dit Christophe, cette phrase, moi aussi, elle m'a beaucoup marquée quand il dit, parce que peut-être que nous, ici en Europe, on a trop peur de mourir, et donc ça nous empêche peut-être. Et c'est vrai que quand, à un moment, tu dépasses cette peur-là, ça te donne plus de force, ça te donne plus de liberté. C'est exactement cela. Et ces combattants ukrainiens, je crois vraiment, sans romantisme et sans naïveté, je crois qu'ils sont invincibles pour cette raison-là. Parce qu'ils ont décidé, au nom de valeurs supérieures, leur patrie et l'Europe, les valeurs européennes, c'est les deux. Ils ont 2 patries, les Ukrainiens. Leur patrie ukrainienne et la patrie européenne dans laquelle ils aspirent à entrer. Pour cela, ils ont en effet décidé de prendre tous les risques. Comme cette soldate d'élite, parce qu'il y a les femmes aussi. Il y a les femmes qui vont combattre, qui n'avaient jamais combattu jusque-là et qui prennent les armes, qui n'a pas vu son fils, qui n'a vu son fils que... je ne vais pas le dire, je vais vous montrer cette séquence, comment vous l'interrogez, combien de fois elle a vu son fils en 1 an. Cette commandante est une soldate d'élite qui a tout sacrifié pour être là quand viendra le jour de gloire. Depuis le mois de février, vous avez vu votre enfant combien de fois? Скільки разів ви бачили вашу дитину з лютого місяця? Двічі. 2 fois. How old is he? Скільки років? 7. Boy or girl? Бой. Даніл. Daniel. Даніл, да. He goes to school? Yes. He goes to the second class in Poltava. The first class he was here in Ochakov. You speak with him on a FaceTime? Yes, FaceTime. No problem. Every day? Yes, of course, every day. We're even trying to make classwork, homework. At distance, by Zoom? Yes. Ben oui. L'avantage du cinéma par rapport au flux des news, c'est qu'on peut s'arrêter sur un personnage comme celui-là, sur son visage, sur son histoire, sur un événement qui a l'air totalement anecdotique et qui en fait est tellement riche de sens, c'est-à-dire cette commando d'élite qui fait faire ses devoirs à son petit garçon à quelques centaines de kilomètres de distance tous les soirs. Par FaceTime. Par FaceTime ou par Zoom, selon l'état de la connexion, selon que M. Elon Musk décide ou pas de maintenir Earthlink. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir le temps de la filmer, de passer du temps avec elle, de passer du temps dans cette unité avec mon équipe, avec mes caméramans. Et ça, c'est le privilège formidable du cinéma par rapport au flux des nouvelles. Christophe. J'ai une question à vous poser parce qu'on finit par s'y faire. Mais c'est vrai qu'au début, Bernard-Henri, vous voir habillé comme ça,
c'est comme ça, tout au long de ce film. Parmi ces hommes en tenue de camouflage, en gilet pare-balles, parfois vous en avez un, parfois vous n'en avez pas. Le casque, on vous voit 3 secondes avec, on vous voit échevelé et vous voir avec vos chaussures de ville. Je me suis demandé pourquoi. Alors au début, je vous assure qu'on se dit, l'image est tellement paradoxale, c'est-à-dire de vous voir habillé comme vous êtes là et comme on vous connaît depuis toujours, parmi ces hommes. Et c'est une volonté de votre part d'être juste vous-même et de ne pas faire autre chose que ce que vous êtes, parce que vous êtes sévèrement burné. Très franchement, pardon, c'est pas très joliment dit, mais vous allez dans des endroits qu'on n'a pas vu beaucoup dans d'autres news. Vous allez vraiment à la limite. Vous allez vraiment dans les tranchées. Enfin, vous allez vraiment au front. Juste, je voudrais savoir pourquoi vous restez en costard chemise. Pardon, parce que ça m'a interpellé un peu tout au long du film. Et quand on s'y fait, tout d'un coup, on y revient quand même. C'est parce que le verre lui va pas bien. Ouais. Non, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi, parce qu'il y a forcément une raison. Je pense que s'il était allé en tenue militaire, ils auraient dit putain, les soldats français, c'est pas ouf hein, quand même. Hein. Non, mais il y a une raison. D'accord. Comme quand vous étiez. Mais ça va. Comme quand vous étiez, place Maïdan avec votre manteau et votre costard. Mais la raison, c'est pas un calcul, c'est un réflexe. C'est-à-dire qu'au fond de moi-même, je pense qu'il faut être le même face à Christophe de Chavannes ce soir et face au commandant de la tranchée de Sloviansk au début du film. Il faut être le même par l'esprit, le même dans le discours, pas de double discours, et à la limite le même physiquement. Je ne suis pas un homme différent, je ne vais pas me déguiser, que je sois avec les puissants ou les célèbres, ou avec des humbles dont on ne sait pas s'ils seront encore vivants le lendemain. J'ai décidé une bonne fois, au début de ma vie, de ne pas me conduire de manière différente, où que je sois. Oui, quels que soient les terrains de guerre où vous êtes allé. J'ai fait beaucoup de reportages de guerre avant celui-là. Ça, je crois que c'est mon 7e film. Et c'est vrai que j'ai jamais mis de gilet multipoche, de pantalon kaki. Et puis voilà. Et puis oui. Et pour un humaniste comme vous, car vous êtes un humaniste, vous êtes un défenseur des droits de l'homme, vous êtes extrêmement impliqué dans toutes ces idées, le fait que vous soyez attiré par les guerres, en gros, c'est quoi? Parce que c'est un petit peu à l'opposé. Vous trouvez que c'est paradoxal? Ouais. Mais je ne suis pas attiré par les guerres, je les déteste. Et cette guerre-là, je la déteste. Je l'ai vue de près, avec Marc Roussel, Gilles Herzog, mes camarades. Monsieur en blanc. On l'a vu de près, oui, Monsieur en blanc. Et vraiment, je crois qu'on serait d'accord tous pour dire qu'on la hait. Elle fait peur. Elle ne grandit pas les hommes, elle les abaisse. Vraiment, je pense ça. Et je déteste d'ailleurs toute cette mythologie qu'il y a autour des guerres, que c'est le moment où les hommes atteindraient leur vérité, se grandiraient au-dessus d'eux-mêmes. C'est rare. Généralement, c'est au contraire un moment plutôt de bassesse de la condition humaine. Mais je veux que cette guerre s'arrête. Et pour que cette guerre s'arrête, il faut que les opinions occidentales en soient conscients, ne l'oublient pas. Et comme ils ne l'oublient pas, il faut qu'ils aident les Ukrainiens. La seule façon que cette guerre s'arrête, c'est que Poutine la perde. Et la seule façon vous êtes sûr de ça? Je vous pose la question parce que vous savez que c'est le débat aujourd'hui. C'est-à-dire entre ceux qui disent il faut que Poutine perde, il faut que la défaite des Russes soit entière pour qu'il ne recommence pas, et ceux qui disent non, il ne faut pas humilier Poutine, il ne faut pas que la défaite soit entière, il faut négocier, il faut parler de paix. Vous pensez quoi, vous? Je pense ce que m'ont dit les Ukrainiens tout au long de cette année passée à les filmer, à savoir qu'on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui ne respecte pas sa propre parole, qui bafoue tous les traités qu'il signe, premièrement. Et deuxièmement, je pense que négocier avec un homme qui tirerait parti du temps qu'on lui donnerait, de l'armistice, du cessez-le-feu, pour se réarmer, pour se réapprovisionner auprès des Chinois, auprès des Turcs, auprès des Iraniens, en missiles et en munitions, ça, non seulement c'est reculer pour mieux sauter, mais c'est pour sauter encore plus en enfer qu'on y est aujourd'hui. Poutine peut encore gagner cette guerre? Je ne le crois pas. Je crois vraiment qu'il l'a déjà perdue. Et il faut qu'il finisse de la perdre vite maintenant. Mais il l'a perdue. Pour le moment, Léa Salamé, vous savez, on a vraiment parcouru ce front depuis Kharkiv jusqu'à Kherson. On est allé à Bakhmout, on est allé à Korovia, peu importe. En gros, chaque fois que les Ukrainiens ont décidé de donner l'assaut, en faisant bien attention à économiser leurs hommes, à économiser les civils, les Ukrainiens l'ont emporté
et les Russes ont reculé. C'est une des leçons de ce film, et ça, moi, je ne m'en rendais pas compte avant, c'est cette façon que les Russes ont eu de refuser le combat, de rompre les rangs chaque fois que les Ukrainiens ont avancé. Mais vous dites, effectivement, les Ukrainiens, vous montrez leur force et la manière dont ils arrivent à défaire dans les villes, ville après ville, les assauts des Russes. Et les Russes se vengent ensuite en faisant des actes de désolation, en brûlant tout, en s'attaquant aux civils, en torturant. Comme les nazis. Comme les nazis, Voilà. comme Hitler en 1945. Voilà. Ce qu'on essaie de montrer dans le film, c'est qu'ils ont deux stratégies qui vont ensemble. La stratégie de la terre brûlée, la stratégie du carnage. Stratégie de la terre brûlée, c'est-à-dire on se retire d'une ville, mais on détruit tout d'abord. Stratégie du carnage, on tue le maximum de gens. Parce que, et ça c'est théorisé par certains stratèges russes, comme il y a beaucoup plus d'habitants en Russie qu'en Ukraine, si on tue un maximum de gens, ils vont finir par plier. Et cette stratégie-là, elle est atroce. C'est la terreur. C'est la stratégie de la terreur, c'est la stratégie d'un État terroriste, c'est pas les lois de la guerre, c'est pas la guerre à la loyale. Et en effet, c'est aussi ça que vous avez vu et que vous avez montré. C'est ça que c'est qu'il faut vraiment. C'est ça qu'on se prend dans la gueule, si je peux me permettre. C'est vraiment. Non, mais c'est. Tant mieux si ça frappe, parce que c'est vrai que les salles de torture que nous avons découvertes, je crois qu'on a été les premiers à filmer les salles de torture de Kherson, on met quelques nuits à les oublier. Et c'est vrai que cette façon de tout détruire derrière soi, de détruire les infrastructures civiles, de rendre la vie impossible, c'est d'abord le contraire des lois de la guerre, c'est le contraire de l'humanité la plus élémentaire, et c'est ce qui fait que Poutine et les siens finiront devant la justice internationale. Vous remettez dans ce documentaire un extrait d'une de vos rencontres avec Zelensky, d'avant. Zelensky, quand il est candidat à l'élection présidentielle en 2019, 3 ans avant l'invasion. Et voilà ce que Zelensky dit sur Poutine, sur le regard de Poutine, ou plutôt sur l'absence de regard de Poutine. I don't love people without eyes. Without eyes. That's it. When you look to the people, you have to see something. Brains, minds, thoughts, something. Yes, I think that he has no eyes. Intéressant ça, sur les yeux. C'est intéressant, je crois que c'est juste, et c'est tellement le contraire de lui. Qu'est-ce que vous en pensez de lui? Parce que vous l'avez rencontré plusieurs fois, vous l'avez encore rencontré la semaine dernière, vous l'avez vu, Volodymyr Zelensky. Je l'ai encore rencontré à Paris. Ben, je pense que c'est le contraire. C'est quelqu'un qui a un regard, c'est quelqu'un qui a une âme, c'est quelqu'un qui a un cœur, c'est quelqu'un qui a un corps. C'est pas cette espèce de momie, de papier mâché, d'homme zombie que semble être devenu Poutine. Ça contredit ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez la guerre ne grandit pas les gens, dans le cas de Zelensky, si. C'est pour ça que j'y pensais en disant à quelques exceptions près. Il y avait en Zelensky probablement quelque chose. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré en 2019, c'était parce que en effet, ça fait longtemps. C'était intéressant parce que je l'ai abordé en croyant que c'était Coluche. C'est vrai que ce mec a quand même joué du piano avec sa bite. Enfin, je dis ça, moi. Il a fait semblant. Bah oui, c'était pas c'est difficile. Il avait un côté Coluche. Je suis sorti de ce rendez-vous qui a duré assez longtemps en disant que c'était peut-être Reagan. Et puis quelques années plus tard, quand on l'a vu dans les rues de Kiev, sous les bombes, tête nue, défier les Russes et répondre au président Biden qui lui proposait une exfiltration, président, je t'ai pas demandé un taxi, je t'ai demandé des fusils, c'était même pas Reagan, c'était Churchill. Et ça, c'est vrai que la guerre a révélé cela en lui, et je l'ai vu tout au long du film, en effet, les quelques fois où j'ai eu l'honneur, le privilège de le croiser, j'ai senti cette métamorphose. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Zelensky nous entraîne dans une troisième guerre mondiale? Je pense qu'il évite la troisième guerre mondiale. Vous savez, la troisième guerre mondiale, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Les experts m'ont cessé de nous dire, ils avaient raison. La troisième guerre mondiale, elle se préparait entre la Chine et la Russie. La troisième guerre mondiale, elle devait avoir pour principal théâtre Taïwan. C'est ce qu'on nous annonçait, je crois qu'on avait raison. Je pense que grâce à Zelensky, grâce à la résistance qu'il a opposée à Poutine, grâce à la démonstration qu'il a faite que les tyrans n'ont pas toujours raison, qu'on n'a pas le droit de violer une frontière internationale comme ça, eh bien la guerre mondiale, elle est retardée. Vous verrez que l'invasion de Taïwan, elle est repoussée de
pour de nombreuses années si elle doit encore avoir lieu. André Manoukian. Oui, ça c'est super. C'est presque la première chose rassurante que j'entends dans votre bouche depuis que ce conflit a éclaté. Et c'est vrai que ça donne à réfléchir. Et sinon, sur ce qu'on disait au début, il y a 3-4 ans, Michel Onfray disait, au fond, il n'y a que les islamistes qui sont capables de mourir pour des idées, pour une religion. En Europe, on n'irait pas mourir pour un iPhone. Et ça, c'est la première leçon que nous donnent les Ukrainiens. Et puis la deuxième, c'est ce que pensait Poutine d'ailleurs. Poutine pensait que les Européens n'avaient la décadence des Européens et des Ukrainiens, qu'on était plus intéressés par nos iPhones pensait qu'il y que par avait nos les idées. Russes, les Biélorusses et les petits Russes. Et les petits Russes étaient des Ukrainiens, et il les voyait comme des sortes de sous-hommes qui allaient se coucher au premier coup de feu. Il est tombé sur un bec. Julia Vignali, je vous vois intéressée. Oui, pareil, moi, votre cinéma, je le connais un petit peu, mais je ne sais pas si vous n'en aviez pas parlé comme ça, Léa, si spontanément je serais allée voir ça. Non, mais oui, parce que vous savez très bien ce qu'on vous reproche souvent, une forme de posture, etc. Et quand je vous entends parler du film et que j'ai vu cette maman, ça m'a effectivement énormément touchée. Et vous avez raison, les chaînes d'information, même nous, à France Télévisions, Télématin, que je co-présente, on voit ces images en boucle depuis le 24 février, et il y a un moment donné, eh ben oui, on les diffuse, et puis on parle d'autres choses, etc. Et le temps long que permet le cinéma nous permet d'entrer dans la vie de ces gens et de ne pas oublier. Et donc, ça m'a donné extrêmement envie de voir votre film. Et la façon dont vous le commentez, rajoute à ce temps que vous prenez, c'est-à-dire que vous parlez extrêmement lentement, vous parlez très doucement. Parfois, on a envie que vous accélérez un petit peu. La musique... Ça, c'est les chaînes d'infos, ça. Non. La musique est à votre rythme aussi. Au début, à la fin, elle est magnifique. Mais... Slava Vakarchuk. Oui, c'est magnifique. L'âme de l'Ukraine. J'entends bien, mais ça rajoute à la solennité de tout ça. Il a aussi pris des risques. Vous avez aussi pris des risques. Je l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais juste voir cet extrait où on voit les drones russes qui sont là, qui balancent à côté des voitures, qui peuvent shooter les voitures. Regardez. Qui essayent. Celui-là. Mais quelle est donc cette guerre folle où l'on s'acharne sur une ville sans importance collective ni stratégique? Vous avez flippé, vous avez eu plus peur dans cette guerre que dans d'autres? J'ai eu raisonnablement peur. Il faut être idiot pour ne pas avoir peur. Bien sûr, j'ai eu peur. Nous avons eu peur. Et mon caméraman, là, a eu peur aussi, bien sûr. Mais si vous voulez bien, je veux bien qu'on fasse une interview où vous me répondez court à chaque question assez rapidement, parce que le problème maintenant, on n'est plus dans le problème des principes. C'est-à-dire que même ceux qui, au début de la guerre, comme Jean-Luc Mélenchon, le RN ou Zemmour, tous ceux qui soutenaient la Russie, n'osent plus le faire. Plus personne ne soutient la Russie de manière, en tout cas, officielle et ouverte. Mais est-ce que l'Europe a la capacité, à votre avis, et la volonté de vraiment mettre sur pied une véritable économie de guerre pour que ça aille vite et surtout dans des délais assez rapides pour que ça puisse bloquer la fameuse offensive russe qu'on attend là? Qui a commencé. L'Europe et les États-Unis sont en train. Parce que c'est vrai que les Ukrainiens consomment, entre guillemets, ce mot horrible. 5 000 contre 20 000. Voilà. Consomment beaucoup plus de munitions que celles qui leur sont livrées. Et il y a aujourd'hui une accélération, en effet, des fabrications d'armement en Europe. Et l'Europe en a la capacité. Mais les Russes tirent 20 000 obus par jour et les Ukrainiens 5 000. Oui, mais comme la Russie est en train de devenir une sorte d'État paria, une immense Corée du Nord, liée à l'Iran et à la Chine, mais moins qu'avant, peut-être que c'est la Russie qui se trouvera plus à court que l'Ukraine et plus vite. En tout cas, magnifique film. Voilà. Kev Adams, vous avez suivi le conflit en Ukraine, ça vous intéresse? Bien sûr, comme tout le monde, c'est bouleversant, c'est super parce que pour le coup, ça donne effectivement très envie de voir un regard neuf et un regard différent sur ce conflit dont on ne connaît pas grand-chose, on connaît ce qu'on nous en dit dans les news, donc moi
De toute manière, comme beaucoup de gens, j'ignore énormément, je ne connais pas grand-chose, je connais ce qu'on nous dit sur les chaînes d'infos, et c'est vrai que c'est effrayant à notre époque, à une ère de surcommunication, où j'ai l'impression, peut-être de manière extrêmement naïve, qu'on peut communiquer, discuter de tout, trouver des solutions pour tout, de voir qu'une guerre peut encore éclater, qu'on n'apprend pas du passé, que malheureusement, il y a encore pas si longtemps, il y a des guerres qui ont éclaté en Europe et qui ont fait des ravages et qui ont tué des millions de gens. Et encore aujourd'hui, malheureusement, des gens y retournent. Voilà, ça me bouleverse et j'essaye de regarder ça et de me dire, j'espère que ça va s'arrêter le plus vite possible. Et pour la petite touche d'humour, j'en parle souvent avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, depuis que je passe à la télé, depuis une quinzaine d'années, me dit, il va t'arriver quelque chose. Quand on s'expose trop, il va t'arriver quelque chose. Le mauvais œil. Voilà, le mauvais œil. Et un jour, il y avait dans toutes les chaînes d'infos, Poutine attaque Kiev. Elle m'a appelé, elle m'a dit, qu'est-ce que ça fait à Poutine? Donc voilà, pour la petite blague. C'est ce que m'aurait dit ma grand-mère. C'est ce que m'aurait dit ma grand-mère. Pour terminer, Bernard-Henri Lévy, c'est le petit jeu, vous connaissez notre émission, vous la regardez. On vous met une photo. Si vous avez ces personnalités en face de vous, là, tout de suite, c'est quoi la première question que vous leur posez? Emmanuel Macron. Ben écoutez, c'est notamment depuis hier soir, le discours de Munich, qu'il est en train de prendre le leadership moral du monde encore libre. Une question. C'est quoi la question? C'est pas une question, ça, c'est un commentaire. Quelle est la question que je lui poserais? Quelle question vous lui poseriez? La question que je lui poserais, c'est est-ce qu'il ira bientôt à Kiev? Voilà. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il m'inspire exactement ce que disait tout à l'heure Zelensky, c'est-à-dire, regardez, honnêtement, il n'a pas de regard, il n'a pas d'yeux. Bon. Quelle question vous lui poseriez? Et la question que je lui poserais, c'est pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine de l'Ukraine? Pourquoi cette haine de l'Europe? De l'Occident. Pourquoi cette haine de l'Occident? Pourquoi cette haine de nos enfants et de nos petits-enfants? Pourquoi? D'où ça vient? De quelle perversité profonde? Je ne sais pas. Pourquoi cette haine? Volodymyr Zelensky, vous l'avez en face, vous lui posez quoi comme question? J'aimerais savoir, et il ne l'a jamais expliqué à personne, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour du 24 février, quand il téléphone d'ailleurs à Emmanuel Macron, je crois qu'il est le premier chef d'État Macron à qui il téléphone, et quand il a décidé de résister, quand il a décidé de prendre le risque de mourir, le risque de tomber entre les mains des commandos Wagner à ses trousses dans Kiev, pour défendre une certaine idée de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Salman Rushdie. Salman Rushdie, les questions, je les lui ai posées quelques fois depuis cet événement terrible. Je les lui ai posées en privé et je ne souhaite pas les poser là. Michel Houellebecq, avec qui vous avez écrit un livre, vous l'avez en face, vous lui posez quoi comme question? Lui aussi, qu'est-ce qu'il lui a appris? Pourquoi il a fait un film porno? Non, je déconne. Le film porno, je sais qu'il le regrette puisqu'il tente apparemment de l'interdire. Mais pourquoi ces propos si cruels, si orduriers, si bas sous la plume et dans la bouche de l'immense écrivain qu'il est? Sur l'islam. Sur l'islam. Et sur les musulmans. Non, sur les musulmans. C'est tellement dommage. Marine Le Pen, vous l'avez en face, vous lui demandez quoi? Est-ce qu'elle compte vraiment sur Jean-Luc Mélenchon pour se faire élire présidente de la République? Ségolène Royal, que vous avez soutenue par le passé? Mais oui, c'est pareil. Ségolène Royal, je l'ai soutenue. Elle est brava. Hein, Et là aussi, qu'est-ce qui lui a pris? Elle a tenu sur cette guerre en Ukraine des propos d'une telle bassesse, des propos infâmes. Il n'y a rien de plus infâme dans une guerre d'agression que de renvoyer dos à dos les agresseurs et les agressés, comme elle l'a fait. Et là aussi, je trouve ça accablant. Et elle, alors je lui adresserai une invitation amicale. J'aimerais qu'elle voie mon film. J'aimerais qu'elle le voie dès que possible. Allez, une dernière femme. Elle a vu votre film. Elle a été la première à le voir. Quelle question vous lui poseriez? Je ne lui pose pas de questions, Je donne des ordres. Non, la question que je lui poserais... il y a une question. Comme elle est la femme de ma vie,
je m'inquiéterais de savoir Vous devez rigoler, en tout cas. si je suis toujours l'homme de sa vie. Oh, Voilà je la pense, question. je pense que... Pas mal. Paul de Saint-Sernin, vous avez quelque chose à dire? Bernard-Henri Lévy, dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a un conflit, vous n'hésitez pas, on le voit, vous vous rendez sur place dans les zones les plus sensibles, souvent au péril de votre vie. Ma question, c'est pourquoi, qu'est-ce que vous fuyez? Elle chante si mal que ça, Ariel Dombal. D'abord, elle chante admirablement. Kev adore la vanne. Elle chante admirablement, voix d'or. Et ensuite, je ne fuis rien, je paye une dette. Quand on est né nanti, quand on fait partie des heureux du monde, quand on a eu la chance de naître dans un pays clément, eh bien, je crois qu'on a une dette vis-à-vis du reste de l'humanité. Et que quand on peut payer un peu de cette dette, ça ne coûte pas si cher non plus, hein, c'est du temps, c'est de la fatigue, c'est de l'effort, c'est un peu de risque. Quand on peut payer cette dette, c'est bien de le faire. Allez, la dernière. Très vrai. La dernière photo. Si vous l'aviez vu lui en face, là, celui-là, vous lui demanderiez quoi? Je lui demande... J'enchaînerai sur cette conversation. Qu'est-ce que tu fuis? Et je lui dirai, non pas qu'est-ce que tu fuis, mais en effet, je lui demanderai pourquoi tu fais tout ça. Et je lui répondrai probablement ce que je viens... Et je lui répondrai ce que je viens de vous répondre. Mais à la fin des fins, en effet, pourquoi tu fais tout ça? Et j'ai trouvé ça très vrai, sauf le moment sur Ariel Dombal, quand elle a une voix d'or et tout là. Ben, vous ne l'écoutez pas assez. Alors, de même que je souhaite que Ségolène Royal vienne voir mon film sans délai, de même, j'aimerais que vous écoutiez le dernier album d'Ariel Dombal. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on Et vous allez aller à Kiev, mais direct, quoi, tout de suite. Mercredi prochain, en salle. Vous restez avec nous dans un instant, Philippe Cavrivière. Vous l'aimez bien, Philippe Cavrivière, il vous fait marrer. Il sera avec nous, mais d'abord, je vais vous offrir ce livre. Je ne sais pas si vous êtes team bordélique ou team organisé, Bernard-Henri Lévy. Plutôt bordélique. Oh non. Eh ben justement, c'est pour un elle, nouveau c'est lecteur lui. pour moi, génial. C'est pour lui. Julia Vignali. Alors, attendez, d'abord je vais le demander. Du calme, patience Bernard. Julia Vignali, vous irradiez chaque matin le plateau de France 2 dès 6h30 dans Télématin depuis 1 an et demi avec Thomas Soto, que j'embrasse. Qu'on embrasse. Et ça marche très très bien, 26% de part de marché en moyenne. Mais vous n'êtes pas que la fée du matin, vous êtes également une fée du logis. Vous la kiffez celle-là? Elle est super. Vous publiez Adieu bordel chez Flammarion, vous nous donnez toute une série de conseils pour gagner du temps, de l'argent et des moments de bonheur grâce à la passion de votre vie, passion rangement. Oui. Passion organisation, passion anticipation. Et quand vous me présentez comme une fée du logis, je voulais vous dire que c'est tout à fait le contraire de ce que je voulais signifier avec ce livre. C'est-à-dire que le truc le plus chiant dans la vie, on peut le dire, c'est... faire de l'administratif, c'est ranger. Je n'ai aucune passion véritable pour le rangement. Regardez Marie Kondo, la prêtresse du rangement. 8 millions de livres vendus. Voilà, cette japonaise, elle a fait un burn-out parce qu'elle parlait à ses pulls. Je ne parle pas à mes pulls. Voilà, non, je tiens à le préciser. Non, vous voulez nous expliquer en fait avec ce livre que organiser le rangement, c'est glamour, c'est sexy. Exactement. Expliquez-moi en quoi c'est glamour et sexy. C'est glamour et sexy parce que quand j'ai rangé, quand j'ai organisé ma journée, quand j'ai rationalisé, eh bien j'ai du temps de cerveau disponible pour faire des trucs que j'aime vraiment. Et des choses que j'aime vraiment, alors ça m'est personnel. Ranger. Non, c'est passer du temps avec les gens que j'aime, voir mes amis. Et ce qui m'inspirait cette envie, ce livre, c'est que j'ai une vie très occupée, comme beaucoup de gens. Je trouve que la mienne, elle est vraiment... Elle est vraiment très, très remplie avec cette matinale, et puis après avec la radio, et puis avec un enfant, un mari, quelques copains quand même. Et les gens me demandent souvent comment tu fais pour en fait faire tout rentrer comme ça. Et c'est vrai que... On me dit toujours. Ah voilà, on y arrive. Voilà. Ah non. Pas moi. Pas moi. Il y a quelqu'un qui a imité ma voix en régie. Qui a dit ça? Qu'est-ce qui a imité ma voix en régie? C'est Grégoire, c'est mignon. Mais c'est vous qui l'inspirez. C'est une porno qui ça comme ça. Et en fait, voilà, c'est pas une méthode. C'est simplement que je raconte les trucs qui marchent pour moi. Et mon envie, c'est de faire autant que faire se peut, baisser la charge mentale qui nous habite tous. Vous dites ça c'est bon pour la santé. Mais c'est bon pour la santé d'organiser. C'est bon pour la santé parce que là, je vous parle.
je sais que chez moi c'est nickel. Et donc, c'est pas vrai en plus. Non, il n'y a personne dedans. Non, il n'y a personne Y a dedans. Moi, j'ai eu personne un petit souci. Elle s'est fait cambrioler. Oui, vous êtes fait cambrioler. Je me suis fait cambrioler et Il y a 2 jours, vous êtes fait cambrioler. je me suis fait cambrioler et pour la première fois de ma vie et c'était Ils ont fait un rangement, mais nickel. justement. Eh ben tu sais quoi? Non, mais si ça se trouve, c'est des potes. Si ça se trouve, c'est des potes de Kat qui ont dit tiens, on va foutre le bordel un peu. Ils ont peut-être voulu me faire plaisir, mais en tout cas, c'est vrai que par exemple des événements un peu traumatiques comme celui-ci, c'est très désagréable Très de se faire. traumatique. Et voilà, m'ont plutôt, comment dire, amené à penser les choses autrement et me dire, eh bien, c'est peut-être dérangé chez moi, mais comme c'est bien rangé dans ma tête, je gère les choses. Elle a une méthode, Julia. Trier, désencombrer, ranger. Exactement. Mais ma maniaquerie, mon obsession, je ne veux pas l'imposer aux autres. Donc, en vrai, d'ailleurs, j'ai interrogé un psychiatre, le professeur Lejoyeux, pour savoir si j'étais saine d'esprit. Vous le connaissez, le professeur Lejoyeux? Il m'a dit que j'étais saine d'esprit. Il m'a dit, en fait, qu'à partir du moment où moi, ça me permettait justement de dégager du temps pour faire des choses qui me font plaisir. Et je pense que vous avez raison. Fondamentalement, Merci, vous avez raison. Léa Salamé. Non, je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison, mais je reviens sur ce que disait, je crois que c'est vous, au tout début de l'émission, qui disait en fait, on peut aussi à la fois être organisé et bordélique. En quoi, par exemple? Donnez-moi un exemple. Moi, dans ma pharmacie, c'est un merdier total. Et je sais absolument quoi et où, si je peux parler français. C'est-à-dire, je sais exactement. Je crois que c'est je sais pas si Bernard-Henri, c'est Montesquieu ou qui disait un désordre bien ordonné est une œuvre d'art. Montesquieu. Ouais, merci. Moi, j'adore et je suis comme Christophe, dans mon bordel, je m'y retrouve. Ah, mais grave. Mais dès que c'est rangé, je ne trouve plus rien. Et si quelqu'un y met les mains, alors là, voilà. Je veux savoir qui c'est. Moi, j'adore ranger chez les autres. J'adore parce que ranger... Alors attendez, on va vous montrer une photo. On va vous montrer une photo qui est peut-être votre angoisse ou alors un cadeau du ciel. Regardez ça. Regardez ça. Oh, quelle angoisse, mon Dieu, mais quel non, enfer. Regardez, Non, mais ça, c'est exagéré, les amis. Ouais. Ça, c'est exagéré. Ça me fait penser à la poêle, à la pub pour les éponges où il te dit cette poêle est sacrément noire, mais personne n'a cette poêle-là à la maison. Non, mais ça n'existe pas. C'est Mais- hyper abusé. Je pense que. Là, c'est limite crade. Là, c'est votre kiff. Vous pourriez. Non, ça, je peux pas, parce que vraiment, et je pense que très peu de gens vivent dans... Non. Parce Non. que moi, j'ai fait le grand quiz de France où j'allais chez les gens, je me baladais, posais des questions. Je suis tombé dans des endroits où je me disais, ah, quand même, un merdier, mais Non, là, une vous des avez, photos, là, vous avez une des poussé photos. le bouchon un peu loin. Je pense que vous n'êtes pas bordélique à ce point. Non, pas du tout. Non. Moi, j'aime bien cacher le bordel. Moi, C'est-à-dire C'est-à-dire que, voilà, moi, il faut pas que ça se voit. Quand tu rentres chez moi, j'ai envie que ça soit clean d'aspect. pas vu, pas pris. Mais tu ouvres un tiroir, bah, il y a tout qui vient. Il y a des bordels, des trucs cachés, des trucs Et partout. ça t'angoisse pas de posséder des Absolument choses dont pas. tu n'as pas besoin? Ah non, tant que ça se voit pas, je suis vraiment très tranquille, quoi. D'accord. Vraiment. Quand je me dis, mais chez moi, c'est nickel. Et parfois, il y a quelqu'un qui me dit, c'est là. Je dis, pas celui-là, pas ça, pas ça. Voilà. Le déménagement, c'est un enfer. Ah, mais c'est mon moment préféré. Ah là, je t'en prie. J'adore. Et j'ai souffert le martyr. Mais c'est génial un déménagement. J'ai souffert le Mais martyr. c'est génial. Moi, on me Ah, disait. c'est mon moment préféré. Moi, on me disait, bon alors, ça, on le jette? Non. Mais qu'est-ce que tu veux en foutre? Je sais pas, mais on le garde. Mais quel enfer. Moi, je On n'aurait sais pas pu pas. vivre Affreux. ensemble. Julia Vignali, vous avez écrit un livre dans lequel vous expliquez que vous voulez vous débarrasser des vieilles choses encombrantes. Ah. Est-ce que c'était pas plus facile d'envoyer directement un texto à CAD? Il supporte, lui. Il supporte votre maniaquerie parce que j'ai vu que vous aviez un agenda commun. Oui. C'est-à-dire que vous voyez ces rendez-vous, il voit les vôtres. Alors, je ne vois que les siens, il ne voit pas les miens. Non. Bah ça, c'est. Mais si, il fallait s'organiser. Moi, je suis organisée, donc je vois les siens. Non, je rigole avec ça. Mais oui, j'ai un agenda avec des codes couleurs. Avec par exemple, mon fils, c'est le vert. CAD, c'est, le couple, c'est le bleu. Le boulot, c'est le jaune. Et en fait. Et les loisirs, c'est le rose. Et si j'ai pas de rose dans ma journée, ben je sais que je vais pas encaisser le reste. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné pour se préserver. Pour se préserver. Moi, j'ai jamais de rose dans ma. Vous n'avez pas de rose, Léa Salamé? J'ai que du boulot. Vous avez que du jaune? Ouais, j'ai que du boulot. Ouais, non, du j'ai le jaune. boulot famille. J'ai le jaune, bleu et les enfants. Le rose, c'est le perso. Hein. Non, le rose, c'est le loisir. Et c'est ce qu'elle dit. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que si tu n'as pas de rose dans ta journée, Ça manque un peu de folie, votre vie, Léa. Mais je vais rappeler Gad Elmaleh, il va s'en occuper.
Je vous remercie, Léa, de me soutenir. Je me suis sentie très, très seule depuis le début de cette interview, non? Pas du tout. Non, moi j'adorerais que vous veniez ranger chez moi. Alors, attendez, vous ne Parce qu'à croyez pas Paris- si bien dire. À Paris, je suis tout seul, donc voilà. André, vous ne Oui. croyez pas si bien dire, j'avais proposé aux différents patrons de chaîne qui m'ont employé jusqu'alors une émission dont le titre provisoire était « J'irai ranger chez vous ». Et aller ranger chez les gens, déjà, ça leur fait plaisir. Personne ne vous dira « Non, j'aime pas quand Mais c'est je vais rangé ». vous dire, on vous a refusé. Ouais, on m'a refusé Il faut ça. dire tout de suite à Stéphane Sidbon-Gomez qui nous écoute, j'en suis sûre qu'il vous faut Vous votre trouvez que c'est émission une bonne rangement. idée? Bien Je sûr. pense que Merci. Ça cartonnerait. Il m'est arrivé de louer des maisons, enfin l'été, des maisons de location, etc. Et quand j'arrivais avec mon compagnon, certaines personnes étaient peut-être un peu apeurées en se disant « Oh là là, c'est des gens du showbiz, ils vont nous retourner la maison, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, enfin, je sais pas ce qu'ils avaient en tête, ils n'étaient pas forcément rassurés. » Et comme j'ai commencé à ouvrir les placards et à ranger, par exemple, les sets de table avec la même forme, la même couleur, C'est ça, etc. on dirait pas ça, Voilà. vous, en Ouais, fait. ça m'apaise en fait. Et je me rappelle de cet agent immobilier qui m'a rappelé en disant la propriétaire voudrait vous remercier, elle n'a jamais vu cette maison dans cet état. J'ai eu l'impression de faire du bien. Est-ce qu'il y a une méthode pour faire ranger les enfants? Vous en parlez aussi. Parce que Oui. ça aussi, c'est un drame. Ils détestent ranger. En vrai, il n'y a rien de plus angoissant qu'une chambre d'enfants témoins. Enfin, même pour leur développement, il faut que ce soit le bordel. Et, Bah oui, c'est ce que et je voilà. veux dire. Donc, moi, ce que je fais, j'ai une très bonne méthode, je ferme la porte. Voilà. Ah, Ah, bah voilà. Ah là, de temps en bah temps, je voilà. lâche, évidemment. Ah bah voilà. Ça cache misère, De quoi. temps en temps, je lâche. Parce que, effectivement, sur les gamins, je pense que le bordel est nécessaire. Mais quand on grandit, Mais moins. Cadmerade, il range ou il vous laisse tout faire en fait? Je crois qu'il n'a pas le temps, le pauvre homme. C'est-à-dire qu'il se réveille. parce les que vous- chaussettes, en revanche, il les laisse traîner, ça c'est sûr. Ça, vous confirmez. Je pense qu'elles n'ont même pas eu le temps de traîner. Elles étaient à peine tombées au sol. Que vous êtes En là. vol. Hop, ben. Intercepté. Non, mais je Non, crois mais c'est que un les- plaisir. Non, ce qu'il faut dire, c'est que vous la prenez la charge mentale parce que c'est votre plaisir et que ça vous apaise. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, non. faut pas regarder en disant gna gna gna, c'est non, les femmes mais c'est- régressives. je C'est vais totalement. vous dire, pour moi, Oui. c'est un bouquin. Alors vous allez dire, mais comment elle fait le lien entre le rangement et le féminisme? Pour moi, mais je le c'est fais, ça. hein, je le vois clairement. Vous Oui, voyez, non, moi ouais, aussi, ouais. je le vois clairement. Merci, parce que l'idée, c'est de se Bah oui. débarrasser de tout ce qui nous emmerde dans la vie, et notamment l'organisation, en ne procrastinant pas, en prenant les tâches vraiment les unes après les autres. Et moi, j'ai le temps de faire plein de trucs et d'être dans le kiff. Et je Alors, pense qu'il est féministe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Lisa, parce que la charge mentale, elle est sur les femmes. voilà. Et donc, vous nous donnez des pistes. Bien sûr. oui. Vous parliez des agendas. Justement, l'agenda partagé, que ce soit avec son fils, avec son mari, avec enfin voilà, qui vous voulez. Non, moi, je ne veux pas partager. Non mais ok, mais ça permet tout de même de ne pas avoir quelqu'un qui vous dit « Dis-moi, on fait quoi le 18 octobre ?» Enfin, moi, j'en peux plus de ces questions. Oui. Voilà, j'ai autre Oui. chose à faire que de répondre à ces questions. Et l'agenda partagé permet ça. Là où Je je trouve posais ça une marrant, question. c'est quand vous dites quand même le cambriolage. Ouais, c'est pas grave, ça m'a apaisé. C'est Non, cool. c'est chiant le cambriolage. Mais en fait, la première chose, puisque c'était au moment de la sortie de mon livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que l'univers m'envoie comme message? Coup de l'éditeur. Voilà, peut-être que c'est un coup de flammarion. J'ai de l'éditeur. Mais Donc Qui vous avez- range chez vous avez vous? trouvé C'est vous, c'est Ariel qui range? Qui range? C'est moi qui range. Ah ouais. Ah bah, c'est Et moi avec- qui range mes affaires. Et avec les aides. Je peux poser une question. Moi, j'ai toujours été. Attendez. On est 4 garçons. J'ai toujours été pour le partage des tâches ménagères et j'ai toujours été contre le partage des secrets. C'est-à-dire que je ne partagerai pas un agenda. Ah, moi non plus. Mais les tâches, ça, je crois qu'il faut les Pourquoi pas? partager. Et je vais même jusqu'à conseiller de ranger. Moi, je voudrais le livre. Merci Bernard. Pourquoi pas, Léa, pourquoi pas également prioriser. Il faut prioriser pour que la charge mentale ne nous envahisse pas. Même les amis. Vous allez peut-être, vous, décider justement de faire un choix dans tous les gens qui veulent vous voir, et je suis sûre qu'ils sont nombreux. Il y a un moment donné, si vous voulez passer un bon moment, et il va falloir faire un tri dans ses amis aussi. Enfin, vous êtes dur, là. Ouais, Non, c'est mais dur, bien sûr, là. vous le faites tous c'est inconsciemment. ranger Vous- les amis, quoi, direct. Ouais, c'est ce que j'écris dans le livre. En code Mais- couleur. Mais, Et moi, je vois mais plus est-ce que vous le personne. faites pas? Est-ce qu'on le fait pas inconsciemment? Ah, je vois plus personne. Bah ouais. Non, mais là, Et je crois on est sur- que tu t'es fait ranger, Christophe, depuis un moment. C'est moi qui ai rangé. Vous trouvez J'ai que une je vais question trop à loin? poser. On est 4 hommes à table. À table, oui, enfin si à table. Est-ce que autour de cette table, est-ce que vous, quand vous enlevez vos chaussettes, Est-ce qu'on les sniffe? non, non, est-ce que vous les jetez au même endroit? Moi, je Ouais, je crois que c'est le moment où l'émission dure un poil trop. Là. Tu vois ce que je veux dire? On a dépassé quand c'est les chaussettes et tout. Ah, les chaussettes. Ah, c'est vraiment que nous. Justement, adieu bordel, chez Flammarion, il y a plein de recettes, c'est intéressant. Moi j'ai appris des trucs.
Et je me mets aux 4 couleurs dans incessamment sous peu. Juste quelques petites questions pour vous faire sourire, Bernard-Henri Lévy. Juste qui ont un peu un lien avec la vie quotidienne. Vous vous levez vraiment tous les matins à 5 heures? Très tôt, oui. 5 heures, 6 heures, mais très tôt. Est-ce que vous vivez vraiment protégé nuit et jour par 6 policiers? Non. Est-ce que vous n'écoutez vraiment aucune musique sauf celle de votre femme? Oui. Non. Ah bah écoutez, non. Oui. Ça fait Mais ça. vous adorez la musique classique. J'ai aimé la musique classique, j'ai joué de la musique classique et j'ai décidé, un beau jour, j'ai cessé d'en écouter. Vous avez des chemises de couleur dans votre garde-robe, dans votre dressing? Je crois pas. À force, ça a dû faire Regardez ce que partie ça des donne. choses. Ils ont fait un test. Ça les amusait dans l'équipe. Excusez-moi. Oh non! Non mais ça a dû exister, mais ça doit faire partie des choses, comme dirait Julie, qui ont été rangées. Exactement. Qui ont été Mais vous savez triées, tout. rangées et débarrassées. Christmas sweatshop, vous avez très bien. Est-ce que... Je pourrais. Est-ce que c'est vrai que vous vous mettez tout nu pour écrire? Ah non. Si, je crois que c'est vrai. Enfin, je me mets. Je reste. Je suis pas très habillé quand j'écris. Ah ouais? C'est en général des moments de solitude absolue. Mais vous êtes à poil? Peut-être pas. Mais comment ça se Vous êtes fait? naturiste? Peut-être oui. Vous êtes naturiste? Non. Parce qu'il faut aimer. Non, mais quand on écrit. Et vos chaussettes, vous les quand mettez on écrit, toujours quand on écrit, non, mais sérieusement, Non, mais c'est un moment de solitude vraiment presque absolue, où le monde extérieur n'existe plus, où on est seul avec soi-même. Et c'est vrai qu'on est déjà un peu nu. Ça veut dire qu'il aura poil puisqu'il se lève et il écrit tout de suite. Moi, je fais la même chose au piano. Je me lève et je me. À Et poil? tout d'un coup, je dis merde, mais je suis à poil. Mais- Moi, je peux Dernière pas que- vivre à poil comme ça. Enfin, je veux dire, Oui, moi non t'as plus. sur le Il s'agit piano, pas de t'as vivre, pas, il t'as pas s'agit- les, Ah oui, les le pouliches qui frottent. Il ne s'agit pas de vivre, il s'agit d'écrire. J'allais dire pauvre tabouret. Dernière question. Dans un de vos derniers livres, vous disiez: à mon âge, il est temps de dire l'histoire de mes folies. Oui. Quelles sont vos folies, Bernard-Henri Lévy? Il est temps de les dire, mais je ne les ai pas encore dites apparemment. Donc je viendrai vous en reparler un jour, lorsque je les aurai dites, j'espère. lorsque j'aurai décidé. Est-ce que elles sont vraiment folles, vos folies? Pas plus folles que les vôtres. Et que celles. Allez, vous restez avec nous. On va l'attendre. On l'attend depuis tout à l'heure. Le meilleur expert politique de France. Il est là. C'est Philippe Cabrières pour son coup de colle. Bonsoir. Ça va, ma Ça va Philippe? Bah, écoutez, je regarde l'émission, elle est très très bien. Là, je dis, là, vous voyez, cette semaine, c'est un très beau plateau. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu l'émission la semaine dernière, elle n'était pas terrible. Alors que ce soir, c'est très bien, pourquoi? Parce qu'on a les meilleurs dans leur discipline. On a les meilleurs en chanson, en humour, en philosophie, en animation. Alors que la semaine dernière, vous voyez, on avait un tueur en série. Ouh, j'en entends Tu vois, parler. et celui-là. autant ce soir c'est good vibe, autant la semaine dernière, le tueur en série il est moins good vibe. C'est très bizarre, tu vois. Alors c'est certes le meilleur dans sa discipline. C'est peut-être d'ailleurs le problème, parce qu'il nous en a zigouillé 30. Donc tu vois, il y avait une atmosphère. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais le tueur en série met une atmosphère un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est le regard qu'on projette sur sa profession qui est particulière. Donc peut-être nous, on a plein d'a priori sur ce monsieur, mais il y avait un climat bizarre. Voilà. En revanche, carton d'audience. Alors il semblerait que la ménagère soit très serial killer. Donc j'ai Xavier de Ligonnès, écoute, si tu nous regardes... Vraiment, alors on adore ce que tu fais. Léa me disait en coulisses, Xavier, il a une patte. Xavier, il a une touch. Xavier, il a vraiment un univers. Et si tu es libre, écoute, la semaine prochaine, Xavier, nous, même si on a Macron, on l'annule. Et tu viens en invité vedette. Et là, on va aller chercher les 2 millions de téléspectateurs. Et à la direction de France Télé, ils sont comme des dingues sur l'idée. L'actualité politique principale de la semaine, c'est évidemment la réforme des retraites. Toute cette semaine, des débats à l'Assemblée nationale, comment dire,
Oui, animés, voire violents. Les députés sont violents dans leur prise de parole et en fin de discours, ils sont même agressifs physiquement. Ils s'acharnent sur le micro. Vous avez vu, je ne sais pas pourquoi. Alors, je n'aimerais pas être micro à l'Assemblée nationale, que ce soit les députés, hommes ou femmes. Attention, hein, ils prennent le micro et ils le tordent. On ne sait pas pourquoi. D'un coup sec, à 90 degrés, regardez. Lâchez nos utérus. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites. Ah. Merci. Voilà. Alors, quand je vois ces images-là, je me dis qu'il aurait fallu faire pareil avec le sgeg de Noël Le Graët. Vous voyez non, mais à la première incartade, hop, là, 90 degrés. Et là, il aurait été calmé. C'est un conseil. C'était une bataille d'alliance toute la semaine, oui. Les députés macronistes, les députés du Rassemblement national qui essayaient d'avoir les Républicains. Tout à fait. Alors, c'est un peu la magie de cette réforme. D'un côté, Elisabeth Borne, elle drague les Républicains, donc Éric Ciotti. Et puis, de l'autre côté, un peu plus à droite, il y a Marine Le Pen qui veut aussi séduire Éric Ciotti. Coquinette la marinette, tu vois. Alors, tout le monde veut pécho Éric Ciotti. En une semaine, c'est devenu Vincent Cassel. Alors... Vous voyez, c'est quand même le jeu des 130 erreurs. Il y en a un peu plus. Alors qu'à la base, Éric Ciotti, c'est pas des physiques immédiats. C'est pas une séduction. Il faut se faire. Quand je parle d'Éric Ciotti, je vois pas dans le regard de Julia, de Léa, de Lisa, je vois pas ça ne s'allume pas. Il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas les papillons dans le vent. Il faut se faire à l'idée d'Éric Ciotti. C'est un peu long. Éric Ciotti, c'est plus le papy de Bénil pour moi. Vous voyez? Ça, c'est une vanne pour les plus de 70 ans. Bon, ouais. En tout cas, quoi qu'il fasse, le gouvernement n'arrive pas à convaincre les Français. Il n'arrive pas. La réforme des retraites n'est pas carré. Mais à leur décharge, Macron, il a été élu en 2017. Donc, ils n'ont eu que 6 ans pour la préparer. Ils se sont fait surprendre. Ils ont été pris de court. Moi, par exemple, si j'avais eu 6 ans pour préparer cette chronique, vous voyez, j'aurais mis des danseuses, j'aurais mis des feux d'artifice, des félins, j'aurais peut-être mis des vannes même dans le texte, tu vois. Alors, le gouvernement répète que l'équilibre des retraites, bien sûr, c'est avant tout un problème de natalité. On ne fait plus assez d'enfants. Mais avec Elisabeth Borne et Philippe Martinez, à longueur de journée à la télé, est-ce qu'on doit s'étonner que les Français fassent moins l'amour? Pardon, mais Babou et Filou, c'est pas 50 Shades of Grey, les deux. On est plus sur du 50 Shades of Grève, même si le carré plongeant lui va pas mal. À réfléchir, Philou Martinez. Jeudi a eu lieu la 5e grande journée de mobilisation. Elle a encore réuni de nombreux manifestants. Oui, et puis c'est les mêmes images avec les mêmes chansons. Et ce standard des manifs qui revient régulièrement, André Manucan appréciera, c'est un peu le my way, le comme d'habitude des cortèges. C'est Macron, si tu savais, ta réforme. Macron, si tu savais, ta réforme, où on se la met, le texte est beau, le texte est fort, mais où on se la met, on n'a toujours pas la réponse depuis tout ce temps. Alors on n'est pas sûr à 100%, j'imagine, c'est un endroit assez intime qu'on ne visite pas, bien sûr sans demander préalablement à la personne concernée. Toc, 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 qui est là? Écoute, c'est moi, c'est pour te mettre une réforme au fion. Enfin, il y a un protocole à respecter. Cette semaine ont encore eu lieu des grèves dans les transports, notamment à la SNCF. Oui, et là vraiment, on se dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une section CGT ou Sudrail chez les nazis, parce que les trains gérés par eux, ils ne seraient jamais arrivés à destination. Vous voyez, ils auraient fait le train pour Auschwitz. Ah, désolé madame, il est annulé. Jean-Claude Birkenau. Alors Birkenau, acte de vandalisme là. Trafic interrompu jusqu'à nouvel ordre. On a un train pour Dachau. Ah non, il y a la grève perlée, madame. Grève des contrôleurs. Revenez dans 15 jours si vous avez de la chance. Avec Sudrail, la Shoah faisait 3 blessés légers. Pas plus. Non, décidément. Vous savez qu'elle passe pas, celle-là. Vous êtes mais si, elle passe très bien, enfin. Regardez-les, les 3 là. Mais enfin. Mais, Léa. Vous pensez, s'il y avait des personnes de confession juive, je n'aurais pas fait cette vanne. Je ne suis pas complètement con, enfin. Non, mais ça fait même rêver, c'est vrai. Mais oui. Après tout, c'était le boulot des résistants de faire sauter les trains. Exactement. Merci. Ah, il vous a heureusement qu'on a des mains. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Philippe.
va vous remercier, Bernard-Henri Lévy. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Slava Ukraini, merci à vous. Au cinéma, mercredi prochain. Et qu'on passe à...